Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de CCTV français en direct de Beijing. Nous ouvrons cette édition avec l'essai nucléaire effectué en République populaire démocratique de Corée. Les responsables du nucléaire chinois et sud-coréen doivent se rencontrer à Beijing. Les deux pays ont maintenu une communication étroite sur la question de la péninsule coréenne. Depuis l'essai nucléaire mené par la République populaire démocratique de Corée la semaine dernière, la Corée du Sud a renforcé les efforts diplomatiques en vue de remporter un soutien international lié à une résolution forte quant à des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le représentant spécial de la Chine attaché aux affaires de la péninsule coréenne, Woo Da-wei, rencontrera donc son homologue de Corée du Sud, Wang Jong-kook. Les deux responsables doivent discuter des réponses à apporter à l'action de Pyongyang. Mardi prochain, M. Wang s'envolera pour Moscou pour y rencontrer son homologue russe Igor Morgoulov pour des discussions approfondies sur cette épineuse question. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré hier mercredi que la Chine et la Corée du Sud s'entretenaient régulièrement au sujet de la situation en péninsule coréenne. La position de la Chine concernant les essais nucléaires de la RPDC a toujours été constante. La Chine a travaillé pour promouvoir la dénucléarisation de la péninsule coréenne et la non-prolifération des armes nucléaires. Ce sont des intérêts communs et des responsabilités partagées par la Chine, la Corée du Sud et toutes les parties impliquées. Les ministères des Affaires étrangères et les dirigeants du groupe des pourparlers à 6 de la Chine et de la Corée du Sud continuent à communiquer ensemble. Nous allons continuer à faire des efforts conjoints pour la paix et la stabilité dans la région. Politique étrangère toujours, le gouvernement chinois a publié un document politique qui revoit et résume le développement des relations sino-arabes. Le document, le premier de son genre publié par le gouvernement chinois, est divisé en 5 parties. Il rappelle la volonté politique envers un engagement pour la paix et la stabilité au Moyen-Orient afin de promouvoir les relations sino-arabes à un niveau plus élevé. Il présente un projet sur le renforcement de la coopération sino-arabe qui devrait inclure des échanges de haut niveau. Du côté de l'investissement et du commerce, le document affirme que la Chine souhaite coordonner des stratégies de développement avec les États arabes. Du point de vue de la sécurité, le document stipule que la Chine souhaite améliorer les échanges antiterroristes avec les pays arabes pour établir un mécanisme de coopération sur la sécurité à long terme. Économie à présent, hier mercredi, le yuan a terminé la journée à 6,5750 face au dollar américain qui est resté stable face à la valeur de la veille. Le taux de change de la monnaie chinoise face au billet vert suscite beaucoup d'intérêt en ce début d'année. Mais qu'est-ce qui explique une chute aussi rapide du yuan? Certains analystes nous éclairent sur la question. La semaine dernière, le fossé entre le yuan négocié dans la partie continentale de la Chine et celui négocié à l'étranger a atteint 2,9 %. Généralement, les spéculateurs sur les marchés adoptent une stratégie d'arbitrage pour fixer la différence entre les taux. Dans le cas du yuan, ils empruntent des yuans étrangers et les vendent à perte. Mais les analystes disent que la Banque centrale du pays pourrait faire augmenter les coûts des emprunts en achetant de grandes quantités de yuan étrangers à Hong Kong. Cela pourrait permettre de freiner la dévaluation à court terme. Pendant ce temps, ils ont aussi mentionné que les réserves de change ont enregistré d'importantes pertes en 2015, ce qui indique que le pays a vendu des dollars américains en deçà de leur valeur pour soutenir leur propre devise. Le directeur général de IMA Asie, Richard Martin, croit que la politique de la Chine en matière de taux de change est encore sous contrôle. Il vise 3 300 milliards de dollars en réserve de devises étrangères. Le marché étranger pour le yuan à Hong Kong est évalué à 130 milliards. Ils peuvent aller où ils veulent et c'est ce qu'ils ont fait. À partir de maintenant, ils vont tout faire pour que le taux à l'étranger et celui dans la partie continentale de Chine soient équivalents. Et je ne pense pas que nous soyons dans une phase importante de dévaluation. Je pense que le plus que nous allons obtenir cette année, c'est entre 3 et 5 %. D'autre part, quelques analystes ont indiqué que la dépréciation rapide du yuan à l'étranger n'était pas seulement un résultat de la vente à découvert, mais aussi le résultat d'une fuite de capitaux. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de spéculateurs qui misent contre le renminbi. Je pense que cela montre que ceux qui vendent s'attendent à un véritable redressement de la part de la Chine.
Le fossé entre le yuan négocié dans la partie continentale de la Chine et celui négocié à l'étranger a atteint 1000 points lors de la première semaine de l'année. Mais mardi, l'écart s'est réduit à seulement 100 points. Les analystes croient que cela peut expliquer le niveau raisonnable de la devise. C'est hier mercredi que la Chine a annoncé les chiffres du commerce extérieur de décembre 2015. Des données meilleures que celles attendues mettent en avant une hausse inespérée des exportations en yuan, tandis que les importations affichent, elles, une légère baisse. Selon les douanes chinoises, en décembre, le commerce extérieur a atteint 2 480 milliards de yuan, soit une baisse d'0,5% en glissement annuel. Alors qu'on ne s'y attendait pas, le volume des exportations exprimées en yuan a augmenté de 2,3% le mois dernier, comparé au mois de décembre 2014. De l'autre côté, les importations continuent d'accuser un 14e mois de baisse, en déclin de 4% en décembre. Au final, c'est donc un excédent commercial de 382 milliards de yuan qui est annoncé. D'autres informations pour l'année 2015 ont aussi été révélées. Globalement, le pays a subi une chute de l'ordre de 7% de ses échanges commerciaux en 2015. Les exportations ont chuté d'1,8% et les exportations de 13%. Sur l'année, l'excédent commercial s'élève à un peu moins de 3 700 milliards de yuan, soit un bond de 56% comparé à l'année 2014. Le gouvernement fait savoir que la baisse des prix des produits de base a contribué à la chute des exportations et des importations au cours de l'année 2015. 具体有以下几个因素。从出口方面看， Il existe plusieurs éléments qui ont conduit à la chute des exportations et des importations en 2015. La principale raison du déclin est la faible demande mondiale. Après 2008, la crise financière a mis à mal la force économique mondiale et la finance internationale a connu une étape d'ajustement. Cela a limité la croissance des exportations chinoises. Les exportations chinoises d'équipements mécaniques et électriques n'ont augmenté que de 1,2% en 2015, soit 1,4 point de moins que l'année précédente. Par ailleurs, les exportations de produits à forte intensité de main-d'œuvre ont baissé d'1,7%, ce qui n'est pas courant depuis ces dernières années. L'effondrement des prix des produits de base indique également une lente reprise de l'économie ainsi qu'une faible demande. Alors que l'économie chinoise entre dans la nouvelle normalité, son économie intérieure affronte des niveaux de tension relativement élevés. De plus, les importations de certains produits de base progressent à un rythme moins rapide. En conséquence, la chute des prix des produits de base ainsi que la croissance plus lente des importations de ces mêmes produits sont les principales raisons de la baisse des importations chinoises en 2015. Bonne nouvelle pour les propriétaires de voitures en Chine. Le gouvernement va baisser les prix de vente de l'essence et du diesel en réponse à la chute mondiale des prix du pétrole depuis ce jeudi. Mais les experts affirment que des prix bas ne sont pas forcément toujours bons. Le prix du pétrole en Chine va être diminué de 140 yuan par tonne, tandis que le diesel verra son prix diminuer de 135 yuan par tonne. L'ajustement s'est fait dans le cadre du nouveau mécanisme de fixation des prix lancé en 2013 et qui reflète au plus près les changements de prix sur les marchés internationaux. Les prix mondiaux du brut sont tombés aux environs de 30 $ le baril et c'est ce qui inquiète les experts chinois. Ces experts disent que les prix bas du pétrole auront des conséquences négatives sur les compagnies pétrolières nationales qui sont déjà désavantagées par des coûts de production plus élevés. 60% du pétrole consommé en Chine provient des importations. Un prix à moins de 40 $ par baril, c'est un genre de compétition par les prix destiné à éliminer la concurrence dans les pays non exportateurs de pétrole. Nous avons actuellement une capacité de production pétrolière de 200 millions de tonnes. S'il se trouve éliminé du marché, la Chine se retrouvera sans défense lorsque les concurrents internationaux augmenteront à nouveau les prix. Il nous faut conserver un certain pourcentage de production pétrolière domestique pour des raisons de sécurité énergétique. Les analystes disent qu'il est nécessaire que le gouvernement empêche les prix domestiques du pétrole de tomber trop bas. En plus de la réduction du prix, la Commission nationale pour le développement et la réforme a également annoncé qu'elle met en place un prix plancher et un prix plafond pour les prix du brut. Si le prix du pétrole tombe sous les 40 $ le baril, les prix du pétrole domestique ne s'accorderont pas comme il faut.
Et ce sera la même chose pour un prix du pétrole dépassant les 130 $ par baril. Merci de rester en notre compagnie pour la seconde partie de cette édition. C'est maintenant l'heure de notre rubrique Aujourd'hui la Chine, présentée aujourd'hui par Zhao Zhejin. Zhejin, bonjour. Bonjour Elsa. Pouvez-vous nous dire ce qui fait la une de l'actualité en Chine aujourd'hui? Alors nous ouvrons cette partie avec la régulation boursière en Chine. L'autorité de régulation des marchés financiers chinois ou la CSRC a indiqué que le système d'enregistrement du marché ne sera pas mis en œuvre le 1er mars. La CSRC a indiqué que l'organe législatif chinois a accepté la proposition de réforme d'enregistrement des IPO et a approuvé le début du travail préparatoire le 1er mars 2016. Selon le régulateur boursier, la population a mal interprété la décision et s'est trompée en pensant que le 1er mars sera la date de la mise en œuvre du système d'enregistrement des IPO. De plus, le régulateur boursier a réitéré qu'on leur a accordé un créneau de 2 ans pour élaborer le nouveau système et informera la population quand la date de sa mise en œuvre sera déterminée. Il affirme aussi que l'implémentation suivra un ordre régulier, ajoutant que les marchés ne seront pas envahis par une hausse des IPO. Le crowdfunding équitable est une nouvelle forme d'investissement en vogue en Chine qui gagne du terrain. L'organisme de réglementation de l'État, la CSRC, s'est engagé à réaliser des programmes d'essai en ligne en 2016 pour surveiller ses activités. Inviter un grand chef cuisinier mondial pour préparer un festin n'est plus un rêve. Yami est une start-up chinoise qui a fait de ce rêve une réalité en mettant en relation des chefs gourmets du monde entier. Fondée en 2014, la start-up a attiré plus de 200 grands cuisiniers qui fournissent des cuisines sur mesure aux clients. L'entreprise ne s'est cependant pas arrêtée là. Lors d'un tour de financement en septembre dernier, Yami a offert 1% de ses parts au crowdfunding équitable et a collecté près de 2 millions de yuans, soit près de 300 000 $ américains, à plus de 100 crowdfunders. Le crowdfunding équitable est plus que du simple financement. La plupart des crowdfunders sont également nos utilisateurs initiaux et le crowdfunding équitable a augmenté leur sens de participation. Cela nous a également aidé à promouvoir notre marque. Cette nouvelle forme d'investissement équitable a beaucoup attiré l'attention et est devenue très populaire en Chine. En tant que nouveau phénomène industriel pour les startups, le crowdfunding équitable a stimulé la création de centaines de plateformes en ligne en 2015. 36kr.com a fait partie de ce nouveau phénomène. C'est le premier site à avoir rétabli un mécanisme de sortie pour protéger les intérêts des crowdfunders. Depuis le lancement de sa plateforme en ligne en juin 2015, 36kr.com a collecté près de 240 millions de yuans, soit 36 millions de dollars américains, pour 31 projets de start-up. En établissant un mécanisme de sortie, nous essayons de résoudre la douleur des crowdfunders, ce qui est la liquidité. Nous faisons de stricts contrôles de crédit et des évaluations de risques pour les startups afin d'empêcher tout hasard moral, potentiel ou l'échec de projets. Tandis que cette nouvelle forme d'investissement fournit de nouvelles possibilités aux nouveaux investisseurs, les experts pensent que les risques potentiels ne devraient pas être négligés, car le crowdfunding équitable est encore nouveau en Chine. Les contrôles complets de réglementation du gouvernement sont nécessaires et le système de crédit concerné devrait être construit pour empêcher les fraudes d'investissement. Les mécanismes innovants comme la régulation de sortie et les postes de surveillance des investissements devraient être adoptés par toutes les plateformes en ligne et la conscience des risques auprès des investisseurs devrait être renforcée. Selon la CSRC, les programmes d'essai en ligne de crowdfunding équitable entreront en vigueur en 2016 et le cadre régulatoire sera renforcé. Le commerce d'actions américaines est désormais possible en Chine. Les applications sur mobile proposant ce type de service attirent un nombre croissant d'investisseurs dans la trentaine. Les entreprises de courtage en ligne telles que Tmall et TigerBroker.com surfent sur cette tendance en se mettant à créer leur propre plateforme d'investissement. Avec le ralentissement de la croissance chinoise et les récents troubles boursiers, de nombreux investisseurs chinois souhaitent se tourner vers d'autres sources d'investissement, notamment à l'étranger. Jackson Lin a 2 ans d'expérience dans le courtage d'actions étrangères. Il a placé environ 10 000 $ sur le marché américain.
Je porte mon attention sur les perspectives à long terme des compagnies. La bourse américaine est davantage orientée vers des investissements de valeur. Désormais, avec les dépréciations du yuan et des actions chinoises, investir en dollars devient plus sûr. Jackson Lin utilise des sites de courtage comme JimuBox et Tiger Brokers pour acheter des actions américaines. Le nombre de jeunes investisseurs souhaitant diversifier leur portefeuille d'actions est croissant. La jeune génération développe une préférence pour les investissements en ligne. Jung Yudong, qui travaille pour JimuBox, raconte que son entreprise a ouvert environ 5000 comptes de courtage pour le marché américain uniquement sur les 3 premiers jours des opérations du mois dernier. Les clients de moins de 30 ans représenteraient la moitié des investisseurs. Pour l'instant, les investisseurs sont davantage intéressés par les compagnies chinoises listées en bourse américaine, ainsi que par les grandes sociétés américaines. Les actions américaines offrent une grande gamme d'investissements de valeur, non seulement pour les grandes firmes américaines, mais aussi du monde entier. Les jeunes investisseurs qui commencent par de petits investissements développent leur portefeuille avec le temps. JimuBox a abaissé les barrières à l'entrée et convient bien aux jeunes investisseurs. Ces nouvelles applications sur smartphone font de la compétition aux voies de courtage traditionnelles. Le courtage en ligne est plus facile d'accès et l'inscription y est plus rapide, tandis que les voies traditionnelles nécessitent davantage de paperasse. De plus, pour chaque transaction, les commissions ne sont que 2 $ chez JimuBox, contre 6 $ normalement. Enfin, Tiger Broker explique que le courtage en ligne offre une plus grande variété de choix d'investissement. La capacité des entreprises de courtage en ligne à s'adapter rapidement à la tendance chinoise à investir à l'étranger attire l'attention des grands investisseurs tels que Xiaomi et Junfund. JimuBox vient de recevoir un 3e financement d'une valeur de 84 millions de $, provenant de plusieurs acteurs, dont la compagnie britannique Investec. La Chine prévoit de construire de nouvelles zones de commerce électronique transfrontalières pour stimuler un commerce extérieur en berne. Établie en mars, la zone pilote transfrontalière de Hangzhou était la première du genre. Les responsables parlent de succès et espèrent transposer l'expérience dans tout le pays. Voici un des entrepôts de NetEase Kaola dans la zone pilote transfrontalière de Hangzhou. Des milliers de produits arrivent de l'étranger et y attendent d'être transportés vers les consommateurs chinois. Avec l'aide des mesures innovantes offertes par la zone, l'entreprise dit que ses affaires ont connu un fort succès ces derniers mois. Ici à Hangzhou, nous bénéficions de services de douane 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui améliore beaucoup notre efficacité. Au lieu d'avoir à contacter les différents départements des douanes, de l'inspection et de la quarantaine, les entreprises n'ont qu'une seule manipulation à faire en ligne. Les transactions électroniques transfrontalières de Hangzhou ont connu une croissance exponentielle en seulement 1 an. Le chiffre d'affaires était de moins de 20 millions de $ en 2014 et il a explosé pour atteindre 3 milliards en novembre 2015. Ce succès a aussi bénéficié aux autres entreprises de la région. Nous fournissons des services de logistique. Avec la forte croissance du secteur de la logistique, notre capacité est passée de 1300 commandes par mois à 1 million par mois. Et les membres du personnel sont aussi passés de quelques dizaines à 7000. Afin de construire une chaîne industrielle et écologique, les différents départements gouvernementaux échangent un flux d'informations et améliorent ainsi leur efficacité opérationnelle. Depuis le mois de mars dernier, les douanes de Hangzhou se sont coordonnées avec d'autres départements du gouvernement, émettant 15 politiques préférentielles de soutien au commerce électronique transfrontalier. Cette expérience et ces mesures peuvent servir de référence aux futures zones pilotes. Le ministère chinois du Commerce a précisé que plus de 200 000 entreprises faisaient du commerce électronique transfrontalier en Chine via plus de 5000 plateformes de e-commerce. Le ministère chinois des Affaires étrangères et le gouvernement municipal de Beijing ont co-organisé une réception de la nouvelle année pour les journalistes étrangers. Plus de 600 personnes ont participé à l'événement au centre des Arséniques de Tianxia à Beijing, dont des journalistes, de hauts diplomates et des représentants des départements du gouvernement. Au programme, les traditionnelles danses folkloriques ainsi qu'un spectacle mettant en valeur les artisanats de Beijing.
Le vice-ministre des Affaires étrangères Wang Cha a déclaré que la Chine était allée de l'avant en approfondissant les relations et étendant la coopération avec les autres pays en 2015. Il a précisé que la Chine continuerait à faire tous les efforts pour promouvoir l'initiative de la ceinture et de la route et construirait un réseau régional de commerce et d'infrastructures par le biais de la création de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures ainsi que la nouvelle Banque de développement des pays BRICS. L'année 2016 marque le début du 13e plan quinquennal et la diplomatie chinoise continuera à pratiquer la diplomatie des grands pays avec des caractéristiques chinoises, à assumer activement nos responsabilités et à écrire un nouveau chapitre pour le développement et la paix mondiale. Nous avons toutes les raisons de croire que les histoires de la Chine seront encore plus belles en 2016. Et pour écrire de nouvelles histoires sur la Chine, nous avons besoin du soutien et de la participation des journalistes étrangers en Chine. Nous continuerons à assister leur travail en Chine également. Une série de reliques déterrées dans la région du Gansu est exposée dans le site du musée du mausolée de l'empereur Qin Shi Huang. Se trouve parmi les objets exposés une carte datant de la période des royaumes combattants, il y a près de 2400 ans. Cette carte est à présent au centre de l'attention. Reportage. La carte historique présentée est une réplique d'une carte royale des cérémonies de la période des royaumes combattants. La relique originale a été déterrée des ruines de Matiayuan dans la province du Gansu dans le nord-ouest de la Chine. Les archéologues utilisent une ancienne forme d'art et de matériel pour restaurer la relique. La carte est décorée de bijoux extrêmement luxueux. Elle a donc été nommée première carte de luxe de l'ancienne Chine. Cette carte vieille de plusieurs siècles pose cependant des problèmes de restauration. Les archéologues utilisent la technologie moderne du design industriel et les compétences de modelage numérique pour restaurer la carte. La partie en bois de la carte s'est décomposée et a disparu. Il nous est donc très difficile de restaurer la carte. On se base sur les informations existantes et on utilise des déductions et des inférences logiques pour obtenir un résultat scientifique. C'est la première fois que la technologie de design industriel est appliquée dans la restauration de reliques. La carte était utilisée par le peuple Xinlong qui habitait à l'intérieur et aux alentours de l'ancien roi Xia lors de la période des royaumes combattants. Et voilà, c'est la fin de cette partie. Et maintenant, un retour au plateau. Elsa, c'est à vous. Merci infiniment, Jodine, pour toutes les informations concernant l'actualité chinoise. Nous aurons le plaisir de vous retrouver en duo pour une nouvelle édition dans 1h30. Excellente suite de programme sur CCTV Français.